Bonjour et bienvenue dans Un autre chemin est possible, le podcast pour les personnes en chemin vers un métier de sens dans le bien-être ou l'accompagnement. Je suis Marion, je suis docteure en pharmacie et naturopathe pour vous aider à prendre soin de vous au quotidien et également coach pour accompagner les personnes dans leur reconversion et lancement d'activité vers les métiers du bien-être et de l'accompagnement. C'est un chemin que j'ai moi-même entrepris il y a 2 ans parce que je crois qu'un autre chemin est possible. Un chemin où l'on prend soin de soi, où notre activité professionnelle elle est riche de sens, elle est alignée avec nos valeurs et notre mode de vie. Parce que je crois qu'on peut choisir et se réinventer. Ici, pas d'utopie. Dans ce podcast, je vous partage mon parcours, mes défis, mes victoires, mes réflexions et une dose d'inspiration pour traverser le chemin passionnant de l'entrepreneuriat tout en prenant soin de vous. Mais aussi des interviews de personnes inspirantes qui ont pris un autre chemin et qui vivent aujourd'hui leur activité. Après tout, si c'est possible pour elles, alors pourquoi pas pour vous? Si vous aimez ce podcast, vous pouvez me soutenir en vous abonnant sur vos plateformes d'écoute préférées, vous pouvez le noter ou laisser un petit commentaire et le partager autour de vous. Je vous laisse avec l'épisode. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode un peu spécial aujourd'hui. Vous commencez à me connaître et vous savez, je l'avais partagé dans un épisode que ma ligne éditoriale de ce podcast, c'est un peu moi. Et en mars, il se passe un événement important dans ma vie. J'ai 40 ans cette semaine. Et oui, rien que ça. Alors j'ai décidé d'en faire un épisode spécial pour faire le point sur tout ce qui a changé pour moi au cours de cette trentaine et vous raconter un peu comment j'aborde du coup cette quarantaine. Et le cap des 40 ans, il est pas mal chargé dans l'imaginaire des gens. Je le vois par rapport à moi-même, mais aussi quand je dis mon âge aux personnes autour de moi, quand je vois les réactions. Donc comme vous le savez, je suis une fan des bilans. Je trouve que c'est toujours hyper bénéfique de faire des pauses, de faire le point sur tout le chemin qu'on a accompli, d'observer tout ça. Et donc là, c'est une occasion de plus pour faire cet exercice. C'est drôle parce que pendant les vacances de février, je suis partie au ski et pour moi c'était assez difficile, Je suis pas du tout une bonne skieuse et les pentes me font peur et donc j'ai souvent eu à affronter mes peurs des descentes comme ça et c'était impressionnant en bas d'une piste de se retourner et de regarder tout ce qu'on vient de dévaler. C'est un peu la même chose là si je fais une pause et que je m'arrête sur la dizaine qui vient de passer. C'est assez impressionnant de voir tout le chemin qui, tant que j'étais sur la piste, paraissait pas forcément toujours impressionnant. Mais une fois en bas, c'est quand même, il y a quand même quelque chose. Et mon message à travers cet épisode, c'est un peu on ne change pas. Donc en référence à notre chère Céline Dion, donc désolée pour je sais qu'il y a de nombreux fans de Céline Dion, c'est pas mon cas, mais en tout cas je sais que le titre de cette chanson me hérisse un peu le poil parce que je trouve que c'est une phrase extrêmement fausse et tout cet épisode pour moi ça sera vraiment le témoignage de si on peut vraiment beaucoup changer et je pense que c'est pas fini. Et en tout cas, je pense que c'est toujours possible si on s'en laisse l'opportunité et j'en suis vraiment une preuve vivante. Et le coaching, qui est une de mes disciplines de prédilection avec la naturopathie, c'est vraiment on ne change pas. Et je trouve que toutes ces phrases qui nous figent du genre on est comme on est, on se refait pas, de toute façon, c'est vraiment des poisons parce que ça vient nous figer. J'ai un peu l'image, vous connaissez la toxine botulique, c'est une toxine qui est très utilisée dans les soins anti-âge justement pour figer des expressions du visage, pour arrêter d'avoir certaines expressions qui nous apportent des rides. Et c'est vraiment des expressions qui nous figent comme des statues dans un état actuel et justement la vie et la naturopathie m'a vraiment appris que la vie c'est le mouvement et que c'est sain d'être tout le temps dans une évolution perpétuelle. Donc surtout, je vous promets un épisode on ne change pas. Donc je vais d'abord revenir sur ma vingtaine rapidement pour un peu vous donner le contexte de qui j'étais quand je suis arrivée à cette trentaine. Ensuite, vraiment vous raconter toutes les expériences qui ont été transformatrices pour moi à la trentaine. Vraiment pour vous partager que si j'ai pu faire ces changements, c'est que c'est possible pour vous aussi.
Alors c'est parti pour vous raconter un petit peu qui j'étais à ma vingtaine. C'est fou parce que en ayant bientôt 40 ans, la vingtaine commence effectivement à me paraître loin maintenant. Donc si je devais la caractériser, pour moi c'était vraiment une période qui a été marquée par l'entrée dans la vie active, qui a été aussi beaucoup marquée par une forme de conformisme à ce que je pensais être la vie d'adulte. Et aussi une grande période de soif de découverte, de beaucoup de curiosité pour le monde. Voilà, c'est comme ça que je résumerai un petit peu cette période pour vous en dire un petit peu plus. Ce dont je me souviens, quand je vous parle de conformisme, c'est que j'ai eu l'impression qu'au cours de ma vingtaine, j'avais des cases à cocher, comme la case faire des études, ensuite la case obtenir un CDI dans une boîte et plus la boîte est prestigieuse, plus elle est valorisée, mieux c'est. Et puis au niveau personnel, il y avait un peu la case trouver une personne avec qui potentiellement je ferais ma vie. Donc je pense que dans ma vingtaine, je pensais que j'allais me marier et j'imaginais fonder une famille en début de trentaine, quoi. Quand je vous dis ça comme ça fait un peu chemin tout tracé avec ces cases à cocher. Et en plus, c'était des cases qui n'ont pas été difficiles pour moi à obtenir. Bon, à chaque fois, elles ont été source de beaucoup de questionnements, mais au final, ça se cochait plutôt facilement pour moi. J'étais quelqu'un d'hyper dynamique, j'étais à fond dans le travail et je pense qu'on pourrait me qualifier d'une personne ambitieuse. Enfin voilà, c'est un terme que j'utilise souvent avec des pincettes, mais voilà, en tout cas, j'avais beaucoup envie de me réaliser professionnellement, c'était très important pour moi. Et je pense que j'étais vraiment dans les codes de la société en termes de critères de réussite, vous voyez, sans finalement les questionner, parce que je pensais pas finalement que ça pouvait être autrement. Donc j'avais plein d'injonctions, et notamment des injonctions de ce que je pensais de comment une femme devait être. Et ça, c'est lié au fait que je me suis beaucoup construite à partir des magazines féminins que j'ai beaucoup lus des toutes petites. Au début, c'était ceux de ma mère et puis ensuite, ça a été les miens. Toute cette presse féminine. Donc j'étais abonnée à Elle, Gradia, je me rappelle, c'est Glamour, tous ces magazines-là. Je sais même pas si ça existe, enfin s'ils existent tous encore. Parce que je sais que la presse, avec l'arrivée des réseaux sociaux, a dû pas mal se réinventer. Et ça m'a tellement formatée au point que j'ai voulu travailler dans un secteur professionnel qui était le monde des cosmétiques et de la beauté. Et c'était dans les magazines féminins, les produits cosmétiques, c'est quand même un thème qui est central. Et une de mes passions, c'était la mode. Et là aussi, on retrouve quelque chose qui est très prédominant dans l'univers de ces magazines. Et donc, comme j'étais une fan de mode, que c'était quelque chose de très important pour moi, je passais aussi beaucoup de temps à faire du shopping, en fait. Et c'est là où je vois que j'étais complètement dans ce truc de la société de consommation. Et d'autant plus que les années 2000, parce que moi, du coup, ma vingtaine correspond aux années 2000, c'était vraiment l'ère de l'arrivée de la fast fashion. Enfin, ça avait commencé un petit peu avant, mais c'était un peu l'apogée de Zara, H&M et tous ces magasins qui entraînaient des formes de course à la nouveauté permanente en déclenchant des envies tout le temps renouvelées. Et comme c'était aussi les débuts de ma vie active, par le fait d'acheter des vêtements, c'était aussi quelque part une manière d'exprimer mon nouveau pouvoir d'achat que je découvrais avec mes premiers jobs. Tout ça, c'était très lié en fait. Et j'avais cette passion pour la mode qui était quand même aussi en lien avec une recherche que j'avais autour de la créativité, autour de la beauté. Donc j'en parlais par rapport aux cosmétiques, mais une recherche beaucoup plus globale de la beauté parce que j'étais aussi beaucoup passionnée par l'art, la peinture notamment. Je faisais toutes les expos à Paris, j'en profitais énormément. Et j'étais aussi beaucoup passionnée de cinéma, que ce soit aller au cinéma ou voir aussi chez moi plein de vieux films. Je me faisais beaucoup une culture cinématographique à l'époque. Et j'adorais aussi voyager. Comme je vous parlais de curiosité pour le monde, ça passait aussi par beaucoup voyager, aller explorer le monde dans ces années-là. Ce qui était difficile pour moi dans cette vingtaine, c'était mes relations. Enfin, j'avais beaucoup de relations amicales, mais dès lors que y avait des conflits, c'est quelque chose que je ne savais absolument pas gérer, parce que je savais pas exprimer mes besoins, je savais pas dire non, j'étais dans la suradaptation permanente, je savais pas dire les choses, donc que ce soit dans mes relations amicales, amoureuses ou même professionnelles, pour moi c'était assez compliqué d'être dans une relation saine et apaisée par rapport aux autres.
Et puis, je pense que comme j'étais quelqu'un qui avait toutes ces injonctions dont je viens de vous parler, je les avais aussi par rapport aux autres. J'étais aussi beaucoup dans le jugement de ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, par rapport à tous ces codes que j'avais pour moi-même. Et puis sur la fin de ma vingtaine, je commençais à avoir pas mal de petits soucis de santé qui certes n'avaient rien de grave, mais c'est ça qui m'a quand même mené plus tard à la naturopathie, donc je vais en reparler. Donc voilà un peu le portrait de cette vingtaine où sur le papier tout roulait, mais pourtant j'étais pleine d'insécurité et de failles, et je pense que intérieurement j'étais une forme de bombe à retardement, et inévitablement ça a fait boum, et ça a fait boum pile l'année de mes 30 ans. Je finis cette vingtaine en faisant un congé sabbatique parce que j'avais besoin justement de faire une pause pour faire le point, parce que je sentais bien au fond de moi qu'il y avait quelque chose qui allait pas et que je pouvais pas continuer dans cette direction où je me mentais un peu à moi-même. Et finalement, ce congé sabbatique, ça a été vraiment le premier pas que j'ai fait pour me mettre en chemin vers moi. Donc tout ça, ça pose les bases d'une trentaine qui va être une décennie beaucoup plus de réparation de mes blessures et une décennie de transformation. Et donc la trentaine, ça va être une période de vie où mon exploration, elle va être beaucoup plus intérieure, alors qu'à la vingtaine, c'était une exploration qui était beaucoup à l'extérieur de moi, par ces voyages, ces sorties, ces expos, et cette vie sociale, finalement, qui était beaucoup plus développée sur la vingtaine. Donc qu'est-ce qui a changé en 10 ans pendant cette trentaine? J'ai envie de vous dire un petit peu tout. En fait, déjà, il y a mes centres d'intérêt qui ont changé. Il y a mon rapport à la consommation, dont je venais de vous parler. Il y a mon alimentation, mon style de vie et même, j'ai envie de dire beaucoup plus globalement, ma philosophie de vie. Il y a mon conjoint qui a changé. Il y a mon métier qui a changé également au cours de cette trentaine. Il y a aussi le fait que je suis devenue maman et que je sois passée de salariée à entrepreneur. Donc, qu'est-ce qui a permis tous ces changements ? Je vais revenir dessus en détail. Donc mon chemin vers plus de conscience, il s'est fait grâce à des découvertes et aussi des expériences ou des étapes de vie qui m'ont amené à reprendre petit à petit la direction de ma vie qui m'échappait complètement dans cette vingtaine. Donc clairement, ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça a pris 10 ans justement. Donc il y a eu plein d'étapes et beaucoup de ces changements, ils se sont faits en parallèle les uns des autres et même ils se sont nourris les uns les autres. Donc je vous propose de vous les partager sous forme de 8 expériences qui ont été transformatrices pendant ma trentaine. La première, ça a été le yoga. Alors c'est vrai que je parle tout le temps de naturopathie et de coaching parce que c'est mon cœur de métier aujourd'hui, mais en fait le point de départ pour moi de toutes ces expériences de vie transformatrices, ça a été le yoga. Ça a vraiment été le premier outil qui m'a permis de me sentir mieux dans mon corps, de baisser mon niveau de stress et d'anxiété, et de découvrir un nouveau bien-être physique que je savais pas qu'il était possible que ça existe. Je pense que ça a été le point de départ de toute cette recherche parce que je crois que mon besoin prioritaire, il était d'abord de retrouver de l'apaisement physique et mental quand je vous raconte justement ce début de trentaine un peu explosif où il y avait un peu tout qui explosait à l'intérieur de moi et j'avais besoin de commencer par retrouver une forme d'apaisement pour que ce soit un point de départ vers autre chose. Et le yoga, il m'a vraiment ouvert vers plein d'autres disciplines, comme justement la naturopathie, mais aussi l'Ayurveda, qui est la médecine traditionnelle indienne. Donc ça a été des disciplines, je vais en parler par la suite, qui m'ont aidé à prendre mieux soin de moi physiquement. Et puis aussi le yoga, finalement, il m'a ouvert à plein d'aspects du développement personnel et à la spiritualité. De pratiquer du yoga, ça m'a aussi permis de rencontrer des personnes qui étaient ce que j'appellerais plus éveillées que moi, en tout cas plus conscientes, ou qui avaient une autre façon de voir la vie. Et c'est grâce à ces personnes que ça m'a éclairée dans mon cheminement pour me rendre compte que la manière dont je voyais la vie n'était pas la seule manière possible. Donc moi j'ai commencé à faire du yoga en faisant un cours par semaine, et ça c'était il y a 11 ans, donc c'était juste avant le début de ma trentaine. Assez rapidement, je suis passée à 2 cours par semaine. Et puis après, j'ai rajouté des ateliers les week-ends pour aller approfondir. Puis j'ai commencé à faire des stages, pareil, d'abord sur des week-ends, puis ensuite des retraites plus longues sur 1 semaine. Et puis c'est assez rapidement devenu une pratique quotidienne depuis 8 ans.
et même carrément bi-quotidienne, puisque depuis 8 ans, je fais du yoga tous les matins quand je me réveille et tous les soirs quand je finis ma journée de travail. Alors ça me prend pas des heures, c'est souvent des séances assez courtes d'une 20aine de minutes, mais c'est devenu quelque chose de complètement intégré, comme se brosser les dents pour moi. Je n'arrive plus à faire sans, c'est intégré dans ma façon de vivre. Moi, je pratique un style de yoga qui est très simple, qui est très doux. Je le fais avec Casa Yoga TV, qui est une application en ligne. Et j'avais d'ailleurs interviewé Delphine, qui est la fondatrice de Casa Yoga, pour qu'elle nous partage son parcours. Donc je vous remettrai les liens dans les notes de cet épisode. Et je suis complètement en adéquation avec sa manière de vivre et de partager le yoga, comme justement une philosophie de vie. Et donc ces séances de yoga quotidiennes, pour moi, c'est vraiment un espace de recentrage et d'apaisement. Et donc je pense que c'est pas anodin que j'ai commencé par là, parce que je crois vraiment qu'on a besoin d'être déjà bien dans son corps et d'avoir un mental apaisé pour pouvoir aller explorer à d'autres niveaux. C'est l'étape de base pour moi. Le deuxième outil majeur qui a été transformateur pour moi, c'est la naturopathie. La naturopathie, ou le chemin de la nature, étymologiquement, c'est la signification de ce terme, c'est arrivé assez rapidement après le yoga, quasiment c'est 1 an plus tard, je crois. Et ça a été un outil majeur, déjà pour aller mieux, parce que ça m'a aidé à soulager mes problèmes de digestion que je rencontrais, donc d'avoir un meilleur bien-être physique. Et c'est passé par une refonte majeure de mon alimentation qui, au début de ma trentaine, elle était ni bio, ni de saison, ni maison, ni locale, ni rien de tout ça. J'étais vraiment très très loin. Donc là encore, vous voyez que c'est possible quand même de faire des grosses refontes, même si ça a pris du temps. Ça s'est vraiment pas fait du jour au lendemain, ça a pris plusieurs années, petit pas par petit pas. Mais je crois qu'au-delà de l'amélioration de mon alimentation et donc de ma santé dont je vous parle, moi ce que je retiens avant tout de la naturopathie, c'est que ça a été un outil d'éveil de conscience pour moi. Parce que grâce à la naturopathie, je suis redevenue actrice de ma santé. J'avais beau avoir fait des études de pharmacie, donc j'étais ce qu'on appelle une professionnelle de santé, même si j'exerçais pas en tant que telle, puisque je travaillais dans les cosmétiques. En fait, j'avais aucune connaissance de ce qu'était la santé. Parce que dans mes études, on m'avait appris les maladies, plutôt, et les médicaments, mais on m'avait pas appris que le corps, il avait une intelligence. Au contraire, j'avais plutôt vu le corps comme une sorte de machine, où les choses étaient séparées les unes des autres, et qu'il n'y avait pas de connexion entre toutes choses, comme j'ai pu l'apprendre avec la naturopathie. Ça a aussi été un éveil de conscience majeur, dans le sens que j'ai ouvert les yeux sur ce que j'appellerais aujourd'hui le mensonge dans lequel on baigne au niveau de l'industrie agroalimentaire. Et franchement, le terme n'est pas trop fort à mon sens de parler de mensonge. Quand j'ai réalisé que la plupart des choses qu'on nous vend dans les supermarchés classiques, c'est pas des choses qui sont bonnes pour notre santé. Donc aujourd'hui, la base de l'alimentation moderne qu'on trouve dans les supermarchés, elle est délétère pour nous. Et ça, c'est quelque chose que je ne questionnais pas avant la naturopathie. Et donc j'ai appris à redevenir davantage respectueuse de mon corps en arrêtant de lui donner des aliments qui l'intoxiquent. Et ça m'a conduit à retrouver globalement du respect pour toute forme de vie, finalement. Et ce qu'on appelle le vivant. J'avais jamais entendu ce terme, et maintenant, dans le milieu de la naturopathie, on parle beaucoup du vivant. C'est toute forme de vie qui s'incarne. Et donc d'avoir davantage de respect pour la Terre, pour la planète, de respecter davantage aussi le cycle des saisons, parce que j'ai repris conscience que je fais partie de la nature, tout simplement, que je fais partie d'un grand tout. Ça peut vraiment paraître du bon sens, mais moi, à l'époque, je l'avais pas, ce bon sens. Et honnêtement, quand je vois en consultation, c'est le cas de beaucoup de personnes. C'est une forme de bon sens qui s'est perdue parce qu'on a cette déconnexion au vivant, finalement. Donc comme le yoga, la naturopathie, c'est vraiment une discipline qui est devenue une philosophie de vie. C'est vraiment maintenant ma manière de vivre, beaucoup plus en conscience. Et ça a justement totalement changé ma façon de consommer, notamment par le biais de l'alimentation, mais beaucoup plus loin en termes de conscience écologique, puisque tout ce que je vous raconte lors de ma vingtaine, la conscience écologique, elle n'était pas du tout présente. Je me souciais pas à l'époque des ressources limitées de la planète. Après, il faut dire que l'époque a changé aussi et que maintenant on en parle beaucoup plus. Mais voilà, la naturopathie, en tout cas, ça a été le levier
vers ça. Le troisième outil majeur pour moi de transformation, ça a été la thérapie. Là aussi, du coup, ça a commencé en tout début de trentaine. Donc, vous voyez, un peu, finalement, en début de trentaine, il y a un peu toutes ces briques-là qui se sont mises à peu près en même temps. C'était hyper drôle parce que sur la fin de ma vingtaine, je me revois exactement dire cette phrase que moi, ça me dirait bien d'aller voir un psy parce que je trouve que c'est intéressant d'apprendre à mieux se connaître. Enfin, j'avais quand même de l'attrait pour ça, mais je voyais pas pourquoi moi j'irais puisque j'avais pas de problème. Je vous le donne en mille. J'étais convaincue qu'aller chez le psy, c'est quand on a un problème, donc du coup, et pour moi, problème, ça voulait dire quelque chose de grave. Par exemple, un deuil, un accident, enfin un drame de la vie, et que si on n'en avait pas eu, et moi c'est vrai que j'ai la chance d'avoir été épargnée par les gros drames de la vie jusqu'à présent, bah du coup, je voyais pas pourquoi moi j'irais chez le psy. J'étais loin de penser que finalement c'était bénéfique, c'était une démarche qui pouvait être bénéfique à tout un chacun, et même, je dirais aujourd'hui, indispensable à mon sens. Donc il a fallu que je me retrouve face à un vrai problème, une impasse dans laquelle j'étais, pour finalement sauter ce pas. Et finalement, ça a été des problèmes dans mon couple précédent, et je me retrouvais complètement coincée dans cette situation pour que j'ose entamer cette démarche. Et donc très rapidement, ça a été, je dirais, un choc de découvrir qu'en fait, j'avais toutes ces failles à l'intérieur de moi. Et en même temps, ça a été un soulagement parce que c'est comme si enfin, je trouvais une explication à un mal-être qui me suivait depuis des années. Parce que moi, je me rappelle, ça a commencé avant même l'adolescence, de sentir qu'il y avait des choses qui allaient pas en moi, de pas comprendre comment je fonctionnais, de pas avoir les clés, d'être assez perdue par moments. Et finalement, de dire, en fait, c'est normal et on peut en parler. Donc, finalement, ça a été un grand soulagement de comprendre ça. Et donc, pendant 6 ans, jusqu'à la naissance de mon fils, j'ai été chez ma psy toutes les semaines. Donc, ça a été un véritable engagement. Et c'est difficile aujourd'hui de vous décrire exactement qu'est-ce que ça a changé. Je crois qu'une des choses principales, déjà, c'est que ça m'a permis de me créer un espace où je pouvais parler de mes problématiques à une personne compétente et d'avoir un véritable espace d'écoute que j'avais pas avant dans ma vie. J'étais quelqu'un qui a toujours eu un gros besoin de parler. Vous devez vous douter que je suis bavarde de nature. Et du coup, je passais mon temps à parler de mes problèmes, mais à des amis, mais du coup, des gens qui n'avaient pas les compétences pour pouvoir forcément m'aider dans ce que je traversais. Et donc, la thérapie, en ça a été vraiment un énorme soutien pendant toutes ces années, et ça m'a aussi aidé à faire sens de mon histoire, à mieux comprendre qui j'étais. Alors aujourd'hui, je suis vraiment loin d'avoir tout réglé, mais le fait d'être devenue maman, c'est vrai que je me suis retrouvée avec moins de temps, et aussi avec, en même temps, mon projet de reconversion. J'ai mis en pause ce travail thérapeutique, et si je suis tout à fait honnête, c'est parce que je sentais que j'étais arrivée un peu au bout du travail avec cette thérapeute-là, et que j'avais besoin maintenant d'aller ouvrir d'autres portes, que j'étais allée au bout du chemin qu'on devait faire ensemble. Et donc depuis, j'ai beaucoup plus travaillé sur moi via le coaching justement. Donc je me fais beaucoup accompagner au niveau professionnel, mais au final, quand je me fais accompagner au niveau professionnel, je travaille aussi sur le personnel parce que tout est lié. Le 4e outil qui a été transformateur pour moi, c'est tout l'apport du développement personnel. Voilà, le travail thérapeutique, c'était en séance. Le développement personnel, c'était beaucoup plus quelque chose que j'ai expérimenté seule, via des livres notamment, comme Le pouvoir du moment présent, Cessez d'être gentil, soyez vrai, Les accords Toltec, L'alchimiste, les livres de Deepak Chopra, ce sont des exemples. Et tous ces livres, ils m'ont aidé à avoir un nouveau regard sur la vie, à voir les choses autrement. Par exemple, quand j'ai découvert Thomas Dansembourg, ça a été une révélation pour moi. Thomas Dansembourg, c'est un formateur en communication non violente qui est aussi conférencier. On m'avait offert son livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai » et dedans, il y avait un DVD d'une de ses conférences. Et j'ai commencé par regarder le DVD. La conférence s'appelait « Être heureux, ce n'est pas nécessairement confortable ». Je crois que c'était ça. Et c'était dingue. Pour moi, je me revois prendre des notes de toutes ces phrases parce que c'est la première fois que j'entendais quelqu'un qui avait cette forme de sagesse
et qui disait tant de choses avec une justesse. Il venait tellement m'ouvrir les yeux. C'est comme si voilà, tous ces mots étaient une évidence même pour moi, alors que personne m'avait jamais dit ça jusqu'à maintenant. Pour moi, ce genre d'expérience, il y a vraiment un avant et un après. Et je sais que le développement personnel, c'est quelque chose qui est pas mal critiqué ces derniers temps, parce que il y a un peu ce côté d'être à la recherche, d'être toujours quelqu'un de mieux. Avec le terme développement personnel en fait quelque chose qui paraît très individuel. Et pourtant, je pense que comme la thérapie ou les pratiques de bien-être qui nous aident à prendre soin de nous, ça n'a absolument rien de narcissique et de nombriliste, parce que ça a un vrai impact sur le collectif directement. Je crois vraiment qu'une société d'individus qui vont mieux, ça devient une société qui va mieux, tout simplement. Et puis ça m'a énormément aidée dans mes relations interpersonnelles, puisque je vous disais, moi, dans ma vingtaine, c'était compliqué à ce niveau-là, vraiment. Et de me former à la communication non violente, ça a été vraiment un énorme changement pour commencer à comprendre que j'avais la responsabilité de prendre soin de mes besoins, d'arrêter de croire que le problème c'était les autres, de commencer à comprendre là où moi je pouvais mieux communiquer justement sur ce dont j'avais besoin pour être bien en relation avec les autres. Et que ce soit au travail ou dans le couple, ça a été extrêmement précieux d'apprendre tout ça. Et dans la veine du développement personnel, moi je rajouterais quand même le coaching qui pour moi s'apparente à du développement personnel et s'inscrit complètement dans cette lignée. J'ai découvert le coaching vers la moitié de ma trentaine, mais je vais pas revenir dessus plus en détail parce que j'en ai fait un épisode spécifique qui est l'épisode 16 sur justement comment je suis devenue coach alors que j'aimais pas ce mot. Donc là aussi je vous remets les liens en description de l'épisode. Une 5e étape qui a été transformatrice, c'est justement le couple. Je parlais de l'importance de la communication non violente dans mes relations, mais je pense vraiment que le fait de devenir une personne plus alignée et avec justement ces nouvelles aptitudes relationnelles, ça m'a donné beaucoup plus d'outils pour construire un nouveau couple beaucoup plus solide et dans lequel on pouvait se parler des difficultés, justement, avec beaucoup plus de communication. Parce que moi, je me rappelle dans mon couple de la vingtaine, le problème venait du fait qu'on n'arrivait pas à communiquer. Donc tout était figé, puisqu'il y avait cette incapacité à résoudre les problèmes en parlant. Et donc dans cette trentaine, j'ai vraiment pu changer de regard sur ce que j'avais pu expérimenter dans le passé avec mes précédentes relations. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans cette trentaine, c'est de réaliser que le couple, il peut aussi être un espace dans lequel on grandit ensemble dans nos différentes étapes de vie. Puisque avec Guilain, mon compagnon, on a vécu ensemble la parentalité. Donc ça a été vraiment une étape transformatrice dont je vais reparler après. Mais le fait de le vivre ensemble, ça nous a aussi fait grandir en même temps sur ces sujets. Et en plus, on s'est reconvertis à peu près en même temps. Donc là aussi, ça nous fait évoluer ensemble plutôt qu'en divergence. C'est vrai qu'avant, je pense que j'avais un peu une vision que le fait de chacun allait évoluer de son côté, puis ça nous éloigne, alors qu'en fait, là, ça le fait en même temps. Et finalement, toutes ces prises de conscience que j'ai eues à mon niveau individuel, dont je vous parlais via la naturopathie, via le yoga et le développement personnel, c'est des choses que j'ai pu vraiment apporter dans mon couple et le partager. Et aujourd'hui, on a avancé ensemble dans nos choix justement de consommation, tout ça, parce que nos prises de conscience, elles nous ont nourris mutuellement. Et c'est vrai que j'avais pas forcément cette vision du couple avant ma trentaine, alors que maintenant je vois vraiment qu'on construit un chemin ensemble et avec des valeurs communes. Et ça a été un apprentissage pour moi. La 6e expérience transformatrice, ça a été la maternité. Je vous racontais que dans ma vingtaine, j'avais un peu des cases à cocher et que fonder une famille, ça faisait partie d'une de ces cases. Alors, j'étais pas pressée pour ça, donc je l'avais pas mis dans ma vingtaine, je le voyais plutôt en début de trentaine. Mais justement, quand j'ai commencé à avoir ce processus de déconstruction, je me suis dit, je veux absolument pas avoir un enfant parce que je crois qu'il faut avoir un enfant. Dans le sens, parce que c'est une case que je pense qu'il faut cocher dans sa vie. Parce que la plupart des gens ont des enfants, donc il faut avoir un enfant. Pas du tout. Je voulais vraiment questionner cette envie. C'était d'autant plus important pour moi que j'avais pas quelque chose de l'ordre de l'évidence. J'ai beaucoup d'amis ou de femmes autour de moi qui me disent qu'elles ont toujours voulu, depuis toute petite, avoir des enfants. Moi, ça n'a pas été mon cas. Donc, je suis vraiment passée par un processus de questionnement là-dessus. Et au final, je crois que ce qui m'a motivée pour avoir un enfant, c'est beaucoup plus ma soif de découverte,
que j'ai toujours, hein. Je vous ai parlé de cette curiosité de la vingtaine. En fait, elle est toujours là, cette curiosité. Elle prend juste d'autres formes. J'avais une vraie curiosité pour l'expérience de devenir mère, en fait. Quelle est cette expérience de vie? Plus que finalement l'envie d'avoir un enfant en soi. C'était pas ça qui me motivait. C'était de la curiosité pour l'expérience de ça fait quoi de vivre ça, en fait. Donc pour moi, je suis très au clair avec le fait que devenir mère, c'est pas du tout une étape indispensable dans sa vie, je pense. Et je dirais pas du tout que ma vie, elle est mieux depuis que je suis devenue maman. Parce que par certains aspects, ça m'arrive de regretter ma vie d'avant, notamment ma tranquillité, tout le temps que je pouvais avoir. C'était super agréable d'avoir ce luxe-là, en fait. Mais en quoi ça a été transformateur? C'est tout simplement que cette expérience, elle m'a confrontée à des aspects de la vie auxquels j'aurais jamais pu me confronter avant de les vivre, tout simplement. Par exemple, me questionner sur la manière dont j'avais envie de vivre ma grossesse, la manière même dont je voulais accoucher. Ensuite, pareil pour le postpartum, pour la parentalité de manière générale, pour l'éducation. Tout ça, en fait, à chaque étape, ça a été des prises de conscience que j'ai pu avoir sur notre société, parce qu'à chaque fois, j'ai découvert, ok, la manière générale, enfin la manière classique dans la société de faire, c'est celle-là. Et du coup, de me poser la question, mais est-ce que ça me convient ou est-ce que ça me convient pas, cette façon de faire? Mais je pense que avant, c'était des choses que je questionnais pas parce que c'était trop loin de moi. Et donc, ça a été un vrai processus de découvrir la société avec un autre regard, mais aussi une découverte de moi-même, d'observer comment j'ai traversé toutes ces étapes et comment, surtout, je me suis positionnée sur ces sujets. Parce que je pouvais pas du tout l'imaginer avant de le vivre. Je vous donne un truc tout bête, comme l'allaitement par exemple, mais avant d'être maman, mais jamais je me serais questionnée, allaitement, pas allaitement, m'en foutais complètement. Alors que ça a été des choix que j'ai pu faire. Pareil pour la manière d'accoucher, je me serais pas posé toutes ces questions-là. Donc je trouve que toutes ces étapes, elles m'ont aidée à me positionner davantage et à faire des choix. Et c'est en ça que je trouve que c'est un vrai parcours d'émancipation, la maternité. Et une chose qui a été aussi un vrai changement, c'est que le fait de devenir mère, ça m'a permis de comprendre ce que vivent plein de femmes, et je dirais même et de parents. Évidemment, je n'ai qu'une expérience de la maternité qui est la mienne. Je n'ai pas vécu celle de toutes les autres. Je peux pas imaginer toutes les manières de le vivre. Mais par contre, je pouvais pas imaginer c'est quoi une vie de parent avant de savoir ce que c'est. Et donc ça me permet de comprendre davantage toute une partie de la population qui est quand même assez importante, qui s'appelle justement les parents, tous ces gens. J'ai un peu ce truc de mais en fait c'est ça la vie de parent. Mais genre personne m'avait jamais dit ça avant. Enfin, j'ai l'impression que avant d'être parent moi-même, je voyais tous les gens parents faire leur vie de parent. Et j'ai l'impression que que les gens géraient et que c'était pas un sujet. Alors que pour le vivre de l'intérieur, je me dis mais c'est hyper dur. Je pouvais pas imaginer avant de le vivre à quel point c'est un vrai challenge. Et je rajouterai un dernier point sur la maternité, c'est que je crois que devenir mère, c'est revisiter sa propre enfance. Et donc c'est encore une occasion de se redécouvrir, de mieux se connaître et de porter un autre regard sur son histoire. Donc j'en arrive aux dernières étapes qui ont été transformatrices sur ma trentaine. Forcément, toute cette reconversion. Donc j'ai encore du mal à le réaliser aujourd'hui, parce que si je me replonge dans mon début de trentaine, j'aurais jamais cru qu'un jour je serais capable de quitter un CDI. Vraiment, et encore moins de reprendre des études à quasiment 37 ans. Avoir le courage de sortir de ma cage dorée, parce que j'étais quand même dans une situation professionnelle qui avait vraiment ce côté cage dorée avec plein d'avantages et en même temps quelque chose qui me convenait pas. Ça a pris vraiment des années et d'ailleurs je raconte tout ça dans un épisode sur les étapes de ma reconversion, donc c'est l'épisode 9. Et pour moi, cette reconversion, ça a été vraiment incroyable pour réouvrir ce champ des possibles au niveau professionnel, parce que sinon, j'avais un peu cette vision de quelque chose de un peu tout tracé et finalement assez ennuyeux. Et ça m'a montré que, un autre chemin est possible, on peut reprendre des études, on peut réapprendre un métier, on peut tout redémarrer. Et je savais que ça existait, mais je pensais pas que c'était possible pour moi. Vous voyez la nuance? Je trouve que c'est très différent de savoir qu'il y a des gens qui se reconvertissent
que de savoir que moi je peux le faire. C'est vraiment différent et peut-être d'ailleurs que ça va vous parler pour vous aussi. Et donc là encore une fois, ça a été un gros processus d'émancipation. Et la toute dernière étape, derrière la reconversion, il y avait finalement la découverte de l'entrepreneuriat, qui a été vraiment ma dernière expérience transformatrice, et donc je suis encore en plein dedans. Pour moi, c'est encore une voie d'émancipation majeure, puisque c'est un chemin d'autonomie financière, apprendre qu'on peut créer sa propre valeur, on peut soi-même générer de l'argent et non pas via une entreprise qui nous rémunère. Et ça, c'est un sacré challenge, croyez-moi. Mais c'est aussi un chemin de liberté, parce que aujourd'hui, j'apprends à créer de A à Z une activité qui me correspond totalement, alors que dans mon passé, je répondais à des besoins d'une société. C'est complètement différent comme mode de fonctionnement. Et là, ça ouvre vraiment tout un champ des possibles. Et ça, vraiment, je pensais que j'en serais pas capable un jour parce que mes conditionnements familiaux de départ me conduisaient uniquement au salariat. Vraiment, je sais qu'il y a des gens qui sont à leur compte depuis toujours et pour eux, c'est une évidence. Il y a rien d'extraordinaire à ça. Mais pour moi, de là où je partais, c'est un apprentissage qui est énorme et qui se fait pas sans douleur, mais je vois vraiment que ça me fait énormément grandir et repousser une fois de plus mes conditionnements de départ. J'ai fait un épisode numéro 5 qui est sur mes 10 constats sur l'entrepreneuriat où je vous raconte justement tout ce qui m'a surpris en devenant entrepreneur. Donc pour récapituler les 8 expériences transformatrices de ma trentaine, il y a eu le yoga, la naturopathie, la thérapie, le développement personnel et le coaching, le couple, la maternité, la reconversion et l'entrepreneuriat. Ces différentes expériences de vie sur ces 10 dernières années, elles ont été vraiment capitales, transformatrices et vraiment le mot c'est émancipatrice pour me permettre d'arriver au seuil de mes 40 ans justement et de regarder tout ce chemin parcouru. Et là, je peux vraiment vous dire que quand je repense à la Marion qui fêtait ses 30 ans, j'ai l'impression que j'ai plus rien à voir avec elle. Alors bien sûr, il y a des choses qui n'ont pas changé, mais moi, ce qui me frappe vraiment le plus, c'est la différence de conscience et les œillères que j'avais, les espèces d'œillères que je pouvais avoir sur ma vie à 30 ans. Et du coup, d'avoir complètement repoussé toutes ces limites possibles dans plein de domaines en plus. C'est pas que le domaine professionnel. Et je crois vraiment que pour rien au monde, je reviendrai en arrière, vraiment. J'ai demandé à des amis qui me connaissaient avant la trentaine, justement, pour eux, qu'est-ce qu'ils ont vu changer. Ils ont été plusieurs à me dire que c'est vraiment le fait de m'affirmer davantage dans mes choix, d'oser prendre des risques, d'être quelqu'un de beaucoup plus apaisé, et aussi d'avoir déplacé mon focus de ce que je voulais paraître, avec toute cette passion pour les vêtements là dont je vous ai parlé, à mettre le focus davantage sur qui je veux être. Donc j'arrive à la fin de cet épisode, et en conclusion, je voulais vraiment vous montrer que cette trentaine, elle a rendu possible plein de changements que je pensais pas être possibles, et que probablement je n'imagine pas tout le champ des possibles que va m'apporter cette nouvelle quarantaine. Je sens vraiment que c'est l'âge d'aller plus loin, encore plus loin vers mon émancipation et ma liberté finalement, et comme si toute cette trentaine, elle m'a équipée petit à petit à arriver à cette nouvelle étape de vie pour franchir de nouveaux caps en fait, et ouvrir de nouveaux possibles. Donc tout ça, finalement, c'est au cœur même du thème de ce podcast, montrer qu'un autre chemin est possible, même si ça prend du temps, même si c'est sinueux, c'est vraiment possible de créer sa vie petit à petit, à sa manière. Mais en tout cas, j'arrive à cette quarantaine beaucoup moins fragile que j'ai pu rentrer dans ma trentaine. Donc ça, c'est déjà chouette. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Si vous aimez ce podcast, comme d'habitude, vous pouvez me soutenir, m'envoyer des petits messages, le partager et le noter sur votre plateforme d'écoute préférée. Je reviens bientôt avec un prochain épisode et d'ici là, vous pouvez me retrouver sur mon site internet marionalvesdeoliveira.com ou sur Instagram @marion.alvesdeoliveira si vous avez envie de discuter avec moi et si vous ressentez l'appel de vous faire accompagner en coaching par moi pour votre projet professionnel, n'hésitez pas à booker une séance découverte. Je serai ravie de vous rencontrer et de discuter avec vous de votre projet. Donc je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.